Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue pour cette toute première vidéoconférence sur la chaîne du Forum de la Venoge. Et aujourd'hui, je vous propose d'aborder le thème de la troisième dimension, soit de l'espace aérien. Alors cette vidéoconférence sera séparée en deux parties. La première partie, nous parlerons de la capacité et du maintien de la souveraineté aérienne en Suisse, de l'obligation qu'a justement le pays de défendre son espace aérien, et nous terminerons sur le rôle de Skyguide, service de contrôle de la navigation aérienne suisse. La deuxième partie, je poserai un certain nombre de questions à mes invités, des questions qui ont été récoltées de ci de là et auxquelles je pense qu'une bonne partie de la population se pose. Alors justement pour aborder tous ces thèmes, j'ai donc invité le professeur Claude Nicollier. Claude Nicollier qui est astrophysicien et astronaute suisse de l'Agence spatiale européenne. Membre du premier groupe d'astronautes de cette même agence en 1978, il a rejoint le groupe d'astronautes de la NASA en 1980 pour entraînement sur la navette spatiale à Houston. C'est en 1992 qu'il devenait le premier Suisse à aller dans l'espace à bord de la navette spatiale Atlantis. Il retournera dans l'espace en 1993, 1996 et 1999. Deux d'entre elles avaient pour but d'assurer la maintenance du télescope Hubble à 600 km de la Terre. Et de 1996 à 1998, il a été le chef de la division de robotique au bureau d'astronautes de la NASA. Depuis 2004, Claude Nicollier est professeur à l'école polytechnique fédérale de Lausanne en génie électrique et électronique dans le cours Space Mission Design and Operation. Mon deuxième invité est le docteur Alexandre Vautravers, expert en questions de sécurité de renommée internationale. Il est docteur en histoire et en sciences économiques et il est également rédacteur en chef de la revue militaire suisse depuis 2006. Ses domaines de recherche et de publication sont les relations internationales et les questions de sécurité, l'évolution des conflits armés, l'évolution de la technologie et l'industrie d'armement, ainsi que les questions humanitaires. Le docteur Vautravers enseigne les relations internationales à Genève depuis 2006 après avoir enseigné dans plusieurs universités à Accra, Beijing, Londres, Oxford ou encore Téhéran. Le docteur Vautravers est également chargé de mission aux questions stratégiques au sein du département de la sécurité et de l'économie de la République et du canton de Genève. Mon troisième invité sera Boris Quenu. Boris Quenu qui est chef Skyguide de la tour de contrôle à Payerne. C'est en 2006 qu'il avait rejoint Skyguide dans le département des opérations avec diverses fonctions managériales autant au niveau national qu'international puisqu'il a été le leader d'un projet européen visant à optimiser le flux de trafic aérien au cœur de l'Europe et à créer une zone militaire transfrontalière franco-allemande. Ses défis actuels à Payerne sont l'implémentation dans son unité du service H24 de la police aérienne, le déménagement des infrastructures techniques de la nouvelle tour de contrôle et le développement de l'aérodrome civil. Alors, est-ce que le maintien de notre espace aérien est-il si important? Sans plus attendre, je vous propose que l'on en parle maintenant. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Très bien. Ça va bien? Bonsoir. Très bien, merci. Bonsoir. Merci. Alors en ma qualité de président du Forum de la Venoge, je vous souhaite la cordiale bienvenue pour la toute première vidéoconférence du Forum. Alors merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour parler de l'espace aérien et en particulier de la souveraineté aérienne et de sa sécurité. Alors justement, professeur Claude Nicollier, la capacité et le maintien de la souveraineté aérienne en Suisse est-il si important? Bon, c'est absolument fondamental. Disons, si on ne le faisait pas, c'est assuré actuellement par 30 FA-18 supplés de 26 Tiger F5. C'est une relativement petite flotte pour le maintien de la souveraineté de cet espace aérien, mais il est évident qu'on doit continuer. Il se révèle que tous ces moyens de maintien de la souveraineté aérienne et de défense aérienne, au cas où les choses deviennent un peu plus tendues, on peut dire, vont venir au bout du rouleau à la fin des années 20, c'est-à-dire en 2030 ou plus tard, devront être remplacés. Et il serait totalement irresponsable d'avoir ce trou dans le maintien de la sécurité aérienne, de la souveraineté de l'espace aérien et une capacité également de réagir où les choses se déroulent un peu plus mal. On ne sait pas ce qui va se passer dans 10 ans, 20 ans ou dans 30 ans. C'est le résumé. Disons, pour moi, il n'y a pas d'autre option que d'avoir un moyen du maintien de la souveraineté de l'espace aérien. En tant qu'un État neutre, c'est notre responsabilité. On ne peut pas confier cette responsabilité à nos voisins, quel que soit leur bon vouloir. Le bon vouloir en temps de paix, on peut l'avoir dans un temps un peu plus crispé. On n'est pas certain de l'avoir. Donc, c'est notre responsabilité. Et je mettrai le terme de responsabilité très en avant. C'est une responsabilité de notre gouvernement, une responsabilité de chaque citoyen. D'ailleurs, on a cette magnifique caractéristique en Suisse de l'armée de milice. Moi, j'étais un milicien. J'étais dans les forces aériennes pendant pratiquement 40 ans.
en volant sur le Vampire, le Venom, le Hunter, le Tigre et le PC-9 à la fin. Et j'ai toujours senti cette responsabilité de faire partie d'un système pour le maintien de la sécurité de la population suisse. Responsabilité, c'est le grand terme que j'aimerais mettre en avant. Tout à fait. D'ailleurs, je crois que vous avez participé à un ouvrage auprès de... Oui, disons la chef du DDPS, VBS en allemand, Madame Amherd m'a demandé il y a à peu près une année de faire une évaluation d'un document qui avait été rédigé par sous Monsieur Parmelin, qui était le chef du DDPS avant Madame Amherd. Ce document, l'avenir de la défense aérienne, parce que finalement, elle a débarqué dans ce département. C'est une femme extraordinairement intelligente et qui travaille beaucoup. J'ai un immense respect pour elle, mais c'était pas un domaine qu'elle connaissait bien. Alors, elle a voulu demander à des experts. J'étais l'un des 3 experts. Elle m'a demandé de faire l'évaluation de ce document et puis d'en extraire les grands traits, les éléments principaux, puis de faire des recommandations sur le futur de la défense aérienne. Ce que j'ai fait il y a un peu plus d'une année, il y a eu une conférence de presse le 2 mai de l'année dernière, où aussi bien moi-même que Madame Pouli qui parlait des questions de la menace, si on peut dire, et Monsieur Gruter qui a parlé des compensations suite à l'achat de moyens de défense aérienne, tout particulièrement d'avions de combat auprès de nations étrangères. Alors j'ai fait ça, puis il y a différentes options qui sont présentées dans ce document. J'ai mis un peu l'accent sur une des options qui était l'option numéro 2, avec une quarantaine d'avions. Le plus important, c'est pas le nombre d'avions. Il faut avoir un moyen qui soit de qualité. Il vaut mieux avoir 35 avions qui sont excellents que 40 avions qui sont un peu moins bons. Je le dis parce que la presse s'est jetée sur moi en disant « Nicolier veut 40 avions ». Non, Nicolier ne veut pas 40 avions. J'ai donné des recommandations, j'ai modestement donné des recommandations sur la base de ma connaissance du sujet et de l'analyse de ce document. Voilà, j'ai préconisé l'option numéro 2 et s'en approcher au mieux avec maintenant les 6 milliards qui ont été alloués pour les avions de combat. Ça, c'était après mon évaluation et la remise de mon rapport. Donc les choses vont dans la bonne direction. Il est évident qu'il y a le Groupement pour une Suisse sans armée, les Verts et le Parti socialiste qui a lancé cette initiative avec une votation qui aura lieu le 27 septembre. Encore une fois, pour moi, il est important que chaque citoyen comprenne ce niveau de responsabilité. Finalement, on a la population qui élit un parlement, le parlement élit un gouvernement, il y a 7 conseillers ou conseillères fédérales, il y a répartition des départements. Un de ces conseillers fédéraux, dans ce cas-là, c'est une conseillère fédérale, est responsable de la défense, de la protection de la population et des sports, c'est Madame Amherd. Elle a cette responsabilité, elle prend cette responsabilité qui lui a été confiée. Et maintenant, c'est totalement injuste de la part de la population de lui tirer dessus en lui disant non, non, c'est pas ce qu'on veut. C'est le système qui est complètement mis en travers. Les citoyens suisses doivent tenir compte de cette responsabilité de notre gouvernement qui est fait avec énormément de talent et dans la bonne direction par Madame Amherd, la chef du DDPS. C'est mon opinion, mon humble opinion. Et encore une fois, l'achat de ces moyens de défense aérienne, c'est d'une part des avions de combat et un moyen de défense sol-air. Tous ces moyens ont été évalués. Je ne sais pas si les moyens sol-air sont encore évalués maintenant, peut-être je travers, vous le savez, mais je crois que c'est terminé entre le Patriot et le SAMPT français. Ces moyens ont été évalués et puis l'acquisition se fera dans le budget normal de l'armée avec une très légère augmentation de 1,4% pendant quelques années. Donc ça va pas signifier des dépenses considérables de la part des citoyens suisses et citoyennes suisses. Ça va dans le budget normal de l'armée réparti sur une dizaine d'années. Et ça, c'est important de le comprendre. Et si on n'achète pas ces moyens de défense aérienne, on achètera, je sais pas, des gamaches lumineuses, des véhicules de transport, des nouveaux fusils, je ne sais pas. Mais ce dont on a besoin, c'est un moyen de défense aérienne et de maintien de la souveraineté de l'espace aérien. Voilà mon message. Très bien. Alors, et quelles seraient éventuellement les alternatives si le cas échéant ça passerait pas?
Il faut un avion qui ait une grande enveloppe, je dirais, à savoir qui ait la capacité d'être supersonique, d'intervenir surtout très rapidement. Comme on le sait, on aura dès le début de l'année prochaine une capacité 24 sur 24 des chasseurs. Bon, ce sera les FA-18. Et ça a mis du temps, disons. Il a fallu cet événement avec cet avion de ligne. C'était en 2014, je crois. Ethiopian Airways, qui a été détourné à Genève et escorté par des avions des forces aériennes italiennes. Alors, tout le monde a dit, parce que c'était pendant les heures de bureau, alors tout le monde a dit scandale, en fait. Les forces aériennes suisses ne sont même pas capables d'intervenir en dehors des heures de bureau. Alors, petit à petit, et c'était tout à fait juste, c'était une direction absolument correcte, ont été mis en place la capacité d'intervention. Maintenant, je crois que c'est de 6 heures du matin à 10 heures du soir. Mais disons, ce qui est important, c'est que dès l'année prochaine, ce sera 24 heures sur 24. Et tout le monde se félicite de ce pas qui a été mis en avant. Mais en même temps, maintenant, on veut plus de moyens de défense aérienne. Alors, il y a une contradiction qui me choque beaucoup. Je me rappelle qu'à la suite de cet événement avec Ethiopian Airlines en 2014, il y avait des dessins humoristiques dans les journaux. Oui, les forces aériennes suisses ne peuvent seulement intervenir que pendant les heures de bureau. On a corrigé ça, mais maintenant, il faut être conséquent. Il faut maintenir, au-delà de l'année 2030, ces moyens de défense aérienne et de maintien de la souveraineté de l'espace aérien. Très bien. Voilà, la suite de mon, de mon laïus. Très bien. Merci, professeur Nicolier. Donc, c'est vrai qu'il faut dire que les forces aériennes existent depuis 1914. Alors, justement, docteur Alexandre Vautravers, vous qui êtes historien militaire, la Suisse a l'obligation de défendre son espace aérien. Oui, la Suisse a cette obligation puisque la neutralité, en fait, nous oblige. Et je dirais plus que la neutralité, parce que pour certaines personnes, on peut imaginer que la neutralité, c'est quelque chose qui vient du 19e siècle, c'est quelque chose d'historique, c'est une tradition, etc. Donc, si on veut se replacer même dans une actualité brûlante, il faut être clair. L'îlot de stabilité et de paix et de tranquillité et de sécurité au centre de l'Europe est lié en fait à cette capacité et cette autonomie stratégique de la Suisse de pouvoir contrôler ses frontières si c'est nécessaire, de pouvoir aussi contrôler son espace aérien si c'est nécessaire. Parce qu'à un moment, il faut bien se rendre compte, le siège de nombreuses organisations internationales, toutes les conférences qui ont lieu ici, que ce soit à Genève, ça peut être dans d'autres villes, ça peut être à Montreux, ça peut être du côté de Berne, ça peut être plus loin en Suisse orientale. Mais il faut être clair, ces organisations internationales ne peuvent pas organiser des conférences internationales avec la venue de personnes qui sont le numéro 1, le numéro 2 de tel ou tel pays. On ne peut pas organiser un sommet mondial comme le World Economic Forum à Davos si on n'a pas une capacité de police aérienne et de sécurité dans la troisième dimension. Alors justement, pourquoi, enfin, M. Nicolier l'a très bien dit, mais pourquoi devons-nous justement changer maintenant? Pourquoi maintenant? Bon, changer maintenant, c'est une question tout simplement du fait que les appareils qui sont actuellement en service, Claude Nicolier a parlé du F-18 et puis un petit peu parlé ou évoqué le F-5, ce sont des avions qui ont été développés pendant la guerre froide. Le F-5, c'est un avion qui volait, enfin, les premières versions de cet avion volaient dans les années 1960. Et aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'armées qui utilisent cet appareil comme un avion d'armes, comme un avion militaire, comme un avion de guerre. On l'utilise aujourd'hui plutôt comme un avion d'entraînement ou pour certaines missions très particulières. Le FA-18, c'est un appareil qui a été développé dans les années 1970, qui a volé pour la première fois dans les années 80. La version que l'on a achetée en Suisse au milieu des années 1990 est une version un peu améliorée, mais il faut être clair que à partir de maintenant, la plupart des utilisateurs de ce FA-18, je prends des exemples hors États-Unis, ça peut être la Finlande, ça peut être l'Espagne. En fait, tous ces pays qui sont aussi des utilisateurs du FA-18 sont en train de réfléchir, c'est quoi le coup d'après, c'est quoi l'appareil qui va reprendre le témoin, le flambeau de ce FA-18. Donc, quelque part, la Suisse se trouve tout à fait dans la bonne chronologie
pour pouvoir remplacer ces FA-18, non pas tout de suite, non pas demain, mais on est en train de parler de 2030, parce que, bien sûr, il va falloir décider du type de l'avion, il va falloir former un certain nombre d'instructeurs de vol, il va falloir ensuite former les pilotes. Et puis, je reprends quelque chose qui m'avait beaucoup impressionné à l'époque, et c'était une parole du commandant de corps Kay Case, qui disait, mais entre le moment où un appareil est flambant neuf, sorti du parc, et où on peut faire les premiers essais, les premiers vols avec, entre ce moment-là et le moment où il est véritablement opérationnel, c'est-à-dire que les gens, les utilisateurs, les pilotes, mais aussi toute l'équipe au sol, maîtrise les performances de l'avion et la réparation, la maintenance de cet avion, il s'écoule quand même plusieurs années. Donc on est en train de parler d'une période au-delà de 2030. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, une autre question, on parle justement de la défense sol-air. Est-ce que on pourrait dire, est-ce qu'une défense sol-air suffirait? Alors, l'avantage de l'avion par rapport à la défense sol-air, c'est que vous avez la possibilité de monter à l'altitude d'un intrus, ou de pouvoir l'identifier et de pouvoir l'identifier visuellement, ce que ne peut pas véritablement la défense sol-air. Et il y a un autre avantage, c'est que lorsque vous avez des avions qui sont des gros appareils, des grandes machines, c'est des machines qui sont puissantes, qui sont performantes, qui ont toute une série de capteurs, qui ont des moteurs qui font du bruit. Alors je sais que parfois le bruit ça fâche, mais enfin vous pouvez impressionner et vous pouvez obliger un appareil de vous suivre et d'obtempérer. C'est un petit peu la voiture avec un gros moteur qui de temps en temps sillonne les autoroutes. La police routière doit pouvoir rattraper quelqu'un et doit pouvoir obliger cette personne à se ranger sur le bas-côté. Avec la défense solaire, vous n'avez pas cette gamme de possibilités. En fait, c'est binaire. Soit vous appuyez sur le bouton, un missile va partir et il y a de très fortes chances que vous allez toucher quelque chose et vous allez abattre cet avion sans forcément avoir pu l'identifier. Alors bien sûr, c'est quelque chose de très rapide, c'est quelque chose de très efficace, mais il faut se rendre compte que c'est binaire, c'est 1 ou c'est 0. Ça ne convient pas en temps de paix à la plupart des conférences, à la plupart des missions des forces aériennes, encore une fois en temps de paix. D'accord. Donc on pourrait vraiment pas imaginer, on dit on prend que la défense sol-air sans les avions. C'est soit on prend les deux, soit on prend pas. Alors, Claude Nicollier l'a dit tout à l'heure, c'est une question de responsabilité, mais c'est aussi quelque chose qui m'est très cher, c'est une question de cohérence. En fait, vous avez différentes composantes, vous avez différents systèmes qui fonctionnent ensemble. Alors, moi, je ne suis pas officier dans les forces aériennes, je ne suis pas pilote, je ne volerai jamais dans ces appareils-là, donc j'ai aucun intérêt personnel à dire qu'on a besoin de tel avion plutôt que tel autre. Mais par contre, la cohérence du système, la cohérence de la politique de sécurité de la Suisse, la cohérence de l'autonomie de décision de la Suisse par rapport à ses voisins, l'autonomie, la neutralité, la possibilité d'organiser sur notre sol des conférences ou des événements, la possibilité de protéger des infrastructures critiques, tout ça, en fait, c'est une immense possibilité, c'est un atout absolument magistral dans les relations internationales aujourd'hui. Vous vous rendez compte que certains États qui sont beaucoup plus, entre guillemets, puissants militairement que la Suisse, c'est pas une des ambitions affichées du Conseil fédéral d'être puissant, mais notre ambition c'est d'être autonome, c'est d'être responsable, de pouvoir assumer nos décisions. Vous vous rendez compte que des pays comme la Turquie se retrouvent à côté d'un foyer de guerre sur les marges de l'Europe. Eh ben ils n'ont pas de défense solaire. Ils sont obligés de faire appel à leurs partenaires de l'OTAN, et c'est les Allemands ou les Américains qui vont déployer des missiles sur place. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut ranger des missiles derrière chaque cabanon de jardin. Je suis pas en train de dire cela, mais il faut avoir cette possibilité, le jour où on en a besoin, de pouvoir faire quelque chose dans la troisième dimension, d'avoir un système de protection, de surveillance, de défense intégrée. On n'a pas besoin d'avoir des dizaines ou des centaines de ces systèmes, mais on a besoin d'avoir cette capacité pour pouvoir construire une bulle de protection ou un parapluie de protection ou un toit au-dessus de nos têtes.
Très bien, merci Monsieur Vautravers. Donc c'est vrai que les services de navigation aérienne jouent un rôle déterminant. À cet égard, Skyguide œuvre sans relâche pour maintenir et continuer d'améliorer un haut niveau de sécurité. Boris Quenou, justement, vous êtes responsable de la tour de sécurité aérienne de Payerne. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Absolument. Donc, pour donner quelques éléments par rapport à Skyguide, donc c'est une société qui s'occupe du contrôle aérien en Suisse, donc la navigation aérienne. Et puis, c'est une société qui finalement est bientôt centenaire, bien qu'elle ait changé de nom. On est passé de Radio Suisse, Suisse Control à Skyguide. Et ça a été le changement fondamental en 2001. Skyguide, au-delà du changement de nom, c'est l'intégration du contrôle aérien civil et militaire. Ça, c'est une spécialité tout à fait suisse, et c'est ce qui a marqué ce changement. Avec ce changement de nom, il y a eu ce changement fondamental de fonctionnement. Donc c'est une SA à but non lucratif dont les 99,9% des parts appartiennent à l'État. Le reste, c'est pour les cantons aéroportuaires, des associations de personnel, etc. Donc c'est une société, une SA qui appartient à la Confédération. La société Skyguide a un mandat de la Confédération. On doit garantir un déroulement sûr, fluide, efficace et économique du trafic aérien civil et militaire dans l'espace aérien suisse. Donc, le devoir des contrôleurs, finalement, le premier devoir, c'est d'empêcher les collisions, autant au sol que dans les airs. Mais il faut aussi le faire, ce contrôle aérien, de manière fluide, efficace. Il faut aussi assurer un service d'alerte. Donc, ça, ce sont les éléments principaux du contrôle aérien. Après, au niveau du financement, comment est-ce que Skyguide fonctionne, Donc, on fonctionne sur le principe que les compagnies aériennes vont nous payer pour le service rendu. Et donc, à hauteur de 50%, c'est le trafic aérien qui est en route. C'est tout ce qui transite à travers la Suisse. On a à peu près 22% de redevances d'approche. On a 8% qui est donné par le côté militaire, pour le contrôle aérien qu'on fait pour le militaire. Et ensuite, 15% qui représentent des rétributions fédérales et encore quelques autres sources de revenus. Et voilà, donc la majorité des revenus de Skyguide, finalement, c'est les compagnies aériennes qui utilisent l'espace aérien suisse, qui transitent, et puis pour ce service rendu, ils nous payent. Donc l'espace aérien que Skyguide contrôle s'étend un peu au-delà des frontières suisses. On contrôle une partie de la France, ça c'est pour le civil, de l'Allemagne, c'est pour des raisons opérationnelles. Genève et Zurich sont relativement proches des frontières. Et si on imagine la Suisse et ses frontières, en cours de journée, une bonne partie de l'espace aérien suisse est utilisée par les forces aériennes pour faire des exercices. Ce qui veut dire que pendant la journée, il faut imaginer un couloir entre le Tessin et Zurich et un autre, entre Genève et Zurich, qui est utilisable par les civils, et le reste est utilisé pour faire des exercices militaires par les forces aériennes. Une fois que les forces aériennes ont terminé leurs exercices, eh bien, ces espaces-là sont redonnés du côté civil. Donc, il y a une flexibilité de l'usage de l'espace aérien. En termes de statistiques, on a environ, alors ça a augmenté légèrement ces dernières années. Aujourd'hui, on arrive à peu près à 1,3 million de mouvements civils par année. Donc, les mouvements, c'est décollage, atterrissage et transit. Ça donne environ 3500 mouvements civils par jour. Du côté militaire, on est plutôt autour des 94 000 mouvements par année, ce qui représente environ 260 mouvements militaires par jour. Donc, ce que je voudrais encore peut-être distinguer ici, c'est ce dont on parle beaucoup, c'est la police aérienne. Donc, la mission de sauvegarder la souveraineté de notre espace aérien. Il faut distinguer deux types de missions. Il y a les live missions, qui sont des missions d'identification. Donc, on va contrôler des avions qui survolent notre territoire, qui ont obtenu une autorisation diplomatique. Donc, c'est des avions d'État, c'est des avions d'armée étrangère. Et on va vérifier en vol que le contrat qu'ils ont obtenu soit bien correct. C'est-à-dire que pour éviter qu'un avion se déclare de tel type, et en fait, c'est un autre type d'avion. Le seul moyen, c'est d'aller voir sur place. Donc, ce type de mission, les live missions, il y en a environ 270 en 2019. Au niveau des autres types de missions, les hot missions, donc ça, c'est des missions d'interception. Là, c'est plutôt une urgence. C'est un avion de ligne qui traverse l'espace aérien sans contact radio, par exemple, il pour un problème. Mais c'est aussi un aéronef qui aurait pu transiter ou qui veut pénétrer dans un espace aérien qui est protégé, comme par exemple dans le cadre du WEF. Il
faut imaginer un cylindre autour de Davos dans les 3 dimensions, et si un avion y pénètre, eh bien, les forces aériennes vont intervenir pour éviter, pour le faire sortir, hein, clairement. Donc ça, des missions, des hot missions, l'année passée, il y en a eu 18, c'est une vingtaine par année. Et c'est vrai que le changement fondamental par rapport à la police aérienne, c'est vraiment qu'on a développé cette capacité de pouvoir le faire maintenant de 6 heures jusqu'à 22 heures et à partir de l'année prochaine, H24. Maintenant, au niveau de Payerne, 2, 3 éléments, puisque moi je m'occupe de Payerne en particulier. Il y a une vingtaine de contrôleurs avec 3 défis principaux. Bien sûr, la police aérienne, dont on vient de parler. Aussi, un déménagement dans le complexe des opérations. Il est actuellement en cours. On est en train de déménager tout notre équipement dans un bâtiment à côté, c'est 100 mètres à côté, sur lequel il y a une tour de contrôle. Et le 3e défi, c'est le développement de l'aérodrome civil. La société Suisse Aéropole exploite la partie civile et c'est une activité qui est en développement et qui pourrait avoir une incidence à terme si vraiment le trafic civil augmente de manière significative sur nos activités également. Voilà donc quelques éléments par rapport à Skyguide, son mandat, ses responsabilités et quelques particularités sur Payerne. Bien, d'accord. Merci beaucoup, Boris Quenu. Donc, on voit que le rôle de Skyguide est très important pour l'envoi justement des avions militaires, pour l'identification des avions qui ne seraient pas identifiés justement en arrivée sur le sol. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose? J'ai parlé beaucoup de responsabilité. Il y a un autre élément que j'aimerais apporter, c'est la confiance. Je pense que dans tout le système, il faut qu'il y ait la confiance. Typiquement, de la confiance dans ceux qui ont fait des évaluations des avions de combat. Donc, il devait y en avoir 5, il y en a finalement eu 4 seulement l'année dernière. La confiance, je dirais, sur toute la ligne de la population, de la population jusqu'à la chef du DDPS et puis auprès des forces aériennes, de Skyguide, de l'entraînement des pilotes, des contrôleurs aériens, de la maintenance des avions. Le système est cohérent parce qu'il y a de la qualité et de la confiance. Personnellement, je suis formidablement impressionné par le talent de toutes ces équipes qui engagent des FA-18 régulièrement pour l'entraînement. Un petit peu moins ces dernières semaines, bien sûr. C'était un petit peu freiné pendant la pandémie, mais ça va reprendre. Moi, j'ai fait partie du système en tant que milicien pendant de nombreuses années. Et on a toujours essayé de faire tout ce qu'on pouvait pour que ça marche. On préparait les missions au mieux en tant que milicien. Et puis les professionnels, c'est leur métier et font un excellent travail. Et je pense qu'il faut mettre en avant la qualité du travail et puis la nécessité, non seulement de la responsabilité, mais la confiance également. Je peux peut-être juste rajouter ce mot pour appuyer ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on a un processus qui est quand même très cohérent, qui part d'une analyse de la menace, d'une analyse des besoins. Ensuite, on va regarder ce qui existe sur le marché. Donc, je pense qu'il y a toute une expertise, il y a toute une série d'évaluations qui ont été faites. Et puis, encore une fois, c'est un choix qui est cohérent. C'est un choix pas pour tout de suite ou pour demain, mais c'est un choix pour les années 2030 et je dirais les 30 années qui vont suivre. Donc, c'est un investissement qui nous lie quand même sur une période très très importante parce que ces avions vont être modernisés petit à petit. Donc, on a comme on l'a dit, toute une expertise, tout un savoir-faire, toute une série de personnels qui vont peut-être se former à l'étranger. On a des entreprises qui travaillent dans ce domaine et qui vont faire en fait améliorer ou maintenir la valeur de ces appareils. Encore une fois, c'est une question de cohérence entre la politique, l'économie, les moyens que l'on se donne. Et il faut être clair, si le 27 septembre, la majorité du peuple suisse ne prend pas conscience de ses responsabilités, de cette confiance envers ses experts, eh bien, on va se retrouver dans une situation de manque de cohérence extrêmement grave, avec des conséquences sur la Genève internationale, avec des conséquences aussi sur l'économie du pays, avec des conséquences très certainement sur les relations avec nos voisins et d'autres États. Et puis, quelque part, ce sera toute la politique de sécurité de la Suisse, toute la politique de neutralité de la Suisse qu'il faudra remettre sur le tapis, parce que je vois difficilement comment on peut avoir des infrastructures critiques, des abris pour la population, des grands centres de
logistique, des grands nœuds ou des grands carrefours de communication à travers l'Europe sans aucune protection, ça va être quelque chose quand même de très difficile à expliquer, de très difficile à défendre vis-à-vis de nos partenaires économiques, politiques, vis-à-vis des milieux économiques. Donc, quelque part, cette cohérence, elle n'est pas seulement une cohérence politique, elle est aussi une cohérence en matière d'infrastructure, de logistique et puis de bon voisinage avec nos pays partenaires et voisins. Monsieur Nicolier, vous voulez rajouter un mot? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, absolument. Une question de relation avec nos voisins, qu'ils soient proches ou plus lointains, je pense que c'est un élément extrêmement important. Si on en arrivait à ce manque de responsabilité pour maintenir la souveraineté de l'espace aérien et puis la police aérienne dans ce petit espace aérien au milieu de l'Europe, ce serait catastrophique, véritablement. Très bien, alors on arrive à la fin de cette première partie. Merci beaucoup. Alors on fait une petite pause et on revient d'ici un petit instant. Alors voilà, messieurs, nous passons à la deuxième partie de la vidéoconférence. Je vais vous poser un certain nombre de questions qui ont été récoltées de ci, de là et auxquelles je pense qu'une bonne partie aussi de la population se pose et à juste titre. Alors, comme on sait, la Suisse et le monde en général vient de traverser une situation relativement difficile avec le coronavirus. Alors, ne serait-il pas mieux d'investir cet argent dans la santé publique ou dans un autre département, dans une autre thématique? Bon, les dépenses pour la santé sont de l'ordre de 80 milliards par année en Suisse, n'est-ce pas? Le budget de la défense tout entier, c'est pas seulement les forces aériennes, mais c'est toute l'armée, c'est de l'ordre de 5 milliards par année. Donc, c'est déjà une proportion telle qui correspond d'ailleurs à la réalité. Il est évident que la santé doit être mise en avant. Et c'est le cas. Et on ne peut pas dire maintenant qu'on va prendre un petit peu du budget militaire et le consacrer à la santé. Ce serait un effet complètement négligeable. Les dépenses pour la santé sont déjà largement un facteur 15 au-delà des dépenses pour la défense. Il faut traiter les sujets tels qu'ils sont, n'est-ce pas? Il y a la sécurité, il y a la santé. La santé est mise en avant pour des raisons évidentes, parce que c'est la question de tous les jours, des gens qui sont malades, soins intensifs, hôpitaux, assurance maladie, tout ça, le système est mis en place et à mon avis, il marche bien, mais il ne faut pas commencer à gratter sur le budget de la défense pour en avoir un peu plus pour la santé. Monsieur Vautravers, vous allez vous exprimer. Bon, mes parents sont tous les deux médecins, donc je ne vais certainement pas critiquer le domaine de la santé ou les dépenses dans ce sens. Et puis, c'est pas de cela qu'il s'agit, parce que la défense contre une menace dans la troisième dimension, contre une menace militaire, contre une menace terroriste, il me semble qu'on est dans quelque chose de tout à fait différent d'un plan catastrophe qui vise à se protéger contre une pandémie, ou alors un plan catastrophe qui vise à se protéger contre une catastrophe technologique ou naturelle. Donc, quelque part, je reviens à ce schéma politique de la gestion des risques, de la politique de sécurité. On fait une analyse, quelles sont les différentes menaces qui peuvent se profiler dans les 5 prochaines années, dans les 10, pourquoi pas les 30 prochaines années. Et puis, on alloue des ressources en fonction de ce que l'on pense, de ces probabilités et puis de l'impact de ces risques. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on sort d'une situation on est en train de sortir d'une situation d'épidémie assez grave à l'échelle du continent, à l'échelle mondiale. Mais enfin, la prochaine menace, la prochaine catastrophe, elle sera probablement pas exactement du même ordre que celle que l'on vient de vivre. Je prends toujours l'exemple du camion de pompiers. Vous avez un conseil municipal ou communal qui rechigne à mettre de l'argent, à investir dans l'achat d'un nouveau camion de pompiers. Bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Le jour où il y a un incendie, vous êtes absolument certain que tout le monde va voter, va lever la main pour acheter le camion le plus performant, le plus moderne. Bon, statistiquement, c'est pas très bon parce que ce camion
statistiquement ou en termes de probabilité, il va très certainement servir à la commune d'à côté parce que deux incidents, deux pépins, deux catastrophes identiques qui arriveraient exactement au même endroit, c'est quand même quelque chose d'assez rare et pas très statistique. Donc, je regarde les différents risques et je me dis que dans chacun de ces domaines, on doit être prêt, on doit en tout cas planifier une certaine réponse et puis d'être complètement aveugle de tout ce qui se passe dans la troisième dimension à l'époque où pratiquement chaque État moyen, même les petits, dispose de satellites, dispose d'avions, dispose de drones, dispose de missiles de croisière. C'est quand même quelque chose de pas très responsable. Je me rends aussi compte qu'on a un environnement stratégique qui, il y a 30 ans, c'était la chute du mur de Berlin, c'était c'était une situation où on était en train de diminuer la menace militaire et donc on diminuait les forces militaires de manière proportionnelle. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette situation-là. Il y a pratiquement une cinquantaine de pays à travers le monde, donc c'est un pays sur 4 qui est en conflit armé, qui est en guerre. On est dans une situation où on a des situations de conflit, des situations de conflit non résolues aux frontières, voire même à l'intérieur de l'Europe. On a une situation où, pour la première fois depuis 2015, tous les États à travers le monde réarment et augmentent leur budget de la défense, y compris les États européens. On se retrouve en plus dans une situation où tout le monde a besoin de moderniser, de remplacer, que ce soit des avions, des chars, des pièces d'artillerie, des moyens logistiques, des fusils qui datent de la guerre froide. Donc on est dans cette période où dans les années 2025, 2035, on va voir que pratiquement chaque État, chacun de nos voisins va se rééquiper, va changer de génération d'équipements militaires. Donc la Suisse fait, si j'ose dire, pareil. Elle est responsable et on parlera peut-être, si vous le voulez, d'alliance ou de coopération en matière de sécurité ou militaire. Enfin, si vous êtes le seul qui dispose d'avions obsolètes d'il y a 30, 40 ou 50 ans en arrière, on ne peut pas faire de partenariat, on ne peut pas faire des accords avec un État qui ne peut rien fournir, qui ne peut pas appuyer ses proches. Oui, tout à fait. Boris Queno, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, alors en termes de comparaison de budget, si on compare par exemple aussi avec l'investissement qui est fait pour le rail, on parle de 13 milliards, c'est des montants qui sont aussi assez élevés et je pense que c'est très émotionnel toutes ces discussions autour d'un avion de combat. C'est juste très émotionnel et je me l'explique parce que au niveau du rail, par exemple, c'est quelque chose qui est mesurable par tout le monde. Le transport public est facilement mesurable par le public. La sécurité aérienne, je pense que c'est plus difficilement mesurable par tout un chacun. Et donc, je trouve que les discussions qu'on va avoir dans le cadre de ce prochain avion de combat, ce seront probablement des discussions plus émotionnelles que vraiment de démontrer le besoin qu'il y a de pouvoir continuer à assurer la sécurité aérienne. Et il n'y a pas de crédit supplémentaire qui est demandé. Donc, on puise dans le budget ordinaire de l'armée. Donc, je crois que c'est simplement une nécessité de pouvoir continuer à protéger notre espace aérien. Oui, au sujet des dépenses, on peut peut-être mentionner encore ce qui a été dit dans la presse à quelques reprises. Ah, mais c'est pas 6 milliards, c'est 18 milliards ou peut-être 24 milliards. Il faut bien comprendre que les 6 milliards, c'est la dépense initiale pour se procurer des avions. Je parle des avions seulement. Les moyens de défense sol-air sont séparés pour un ordre de grandeur de 2 milliards. Et ensuite, il y a évidemment l'utilisation de ce moyen pendant 30 ans à raison de à peu près 400 millions par année, ce qui fait 12 milliards supplémentaires, ce qui fait un total de 18 milliards. Donc, l'achat initial est de l'ordre de grandeur de 6 milliards pour de 30 à 40 avions. Et ensuite, il y a évidemment pendant une période de 30 ans, et 30 ans c'est long, l'utilisation de ces moyens qui va évidemment demander des moyens financiers qui seront pris dans le budget normal de l'armée. Donc, ce qui était brandi comme étant non pas 6 milliards, mais 18 milliards, c'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est l'acquisition initiale de l'ordre de grandeur de 6 et les 12 viennent de l'utilisation de ce moyen pendant une longue période de 30 ans. Je voulais le préciser ça parce que ça n'a pas été clair pour beaucoup de gens.
Oui, oui, en effet, oui. Puis, justement, Monsieur Vautravers, vous parliez tout à l'heure que la Suisse est un pays justement qui est neutre. Alors, pourquoi justement investir de l'argent dans l'armée alors que nous sommes un pays neutre, justement? Ça revient tout souvent comme question, hein, aussi. Bon, c'est une obligation. À partir du moment où vous choisissez d'être neutre, vous devez garantir cette neutralité. Alors après, comment est-ce que vous allez faire pour garantir cette neutralité? Il y a eu des débats très intéressants. Si on se plonge un petit peu dans l'histoire pas trop ancienne, dans les années 1970, un pays comme l'Autriche s'est posé la question. Vous savez, l'Autriche était située vraiment à cheval, on peut le dire, sur le rideau de fer. Et l'Autriche s'est posé la question, oui, mais dans la troisième dimension, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on a aussi l'obligation de se défendre et d'empêcher des missiles qui aujourd'hui ont une portée telle qu'ils peuvent être lancés à une telle distance, grosso modo, d'un côté de l'Autriche pour traverser toute l'Europe et puis frapper une cible extrêmement distante? Il faut se poser ces questions aujourd'hui. Si vous avez des partenaires, alors tous nos voisins actuellement sont des partenaires, eh bien ils comptent sur le fait que la Suisse surveille son espace aérien, comme le fait que la Suisse surveille ses frontières, que en matière de criminalité, la Suisse ne soit pas une espèce de zone de non-droit, de trafic de stupéfiants ou de délinquance à travers l'Europe. Donc je pense que c'est une question de cohérence et de responsabilité. Monsieur Nicolier? Oui, je pense qu'on peut dire à plus forte raison. La Suisse étant neutre, elle a cette responsabilité de maintenir la souveraineté de son espace aérien, la police aérienne et le moyen de se défendre. À plus forte raison. Beaucoup de gens s'imaginent qu'un pays neutre, c'est un pays qui n'est pas impliqué. On n'est pas impliqué, donc on va pas intervenir sur nous parce qu'on est neutre. Mais ça, c'est une erreur, c'est une mauvaise interprétation du caractère neutre du pays, de notre pays. Encore une fois, la Suisse est un pays neutre et à plus forte raison, elle a cette responsabilité. Et peut-être pour continuer sur ce qui vient d'être dit, c'est une conception de la neutralité qui est quand même très très active. Si on regarde historiquement ce qu'ont fait les États neutres lorsque des conflits ont été à proximité, sur la surveillance de la frontière, c'est quelque chose de très très important. La surveillance de l'espace aérien, c'est quelque chose de très très important. Moi, j'ai le souvenir que pendant les conflits dans les Balkans, dans les années 1990, lorsque des appareils de la Fédération yougoslave ont survolé Vienne, je peux vous dire que très rapidement, il y a eu une prise de conscience que vous ne pouvez pas simplement partir du principe que les belligérants de l'autre côté de la frontière vont respecter les limitations de l'espace aérien et les limitations de vitesse. Donc, il y a vraiment une question de responsabilité ici qui est extrêmement claire. J'ajoute peut-être un point, encore une fois, c'est le défaut de l'historien que de regarder parfois dans le rétroviseur. On peut se poser la question et se dire, c'est pas le bon moment d'acheter ces avions. Finalement, attendons que la croissance économique reprenne et puis on trouvera un meilleur moment ou des excédents de budget pour pouvoir acheter ces avions. Et alors, l'expérience de l'histoire nous enseigne la chose suivante, c'est que lorsque vous attendez une crise pour vous rendre compte que là, il faut rapidement combler une lacune et il faut vite acheter des avions, alors je peux vous dire, il y en a d'autres qui ont déjà fait ce calcul avant vous. Et tout le monde se trouve dans cette situation pendant la crise. Tout le monde a besoin du même objet, du même outil, exactement au même moment. Et ça signifie une flambée des prix. Ça signifie pour les petits États et particulièrement pour les États neutres. La Deuxième Guerre mondiale est un très très bon exemple pour cela. Eh bien, la Suisse attendra. La Suisse ne sera certainement pas le premier pays à pouvoir acheter des avions lorsqu'elle en aura besoin. Donc, si j'ose dire, il faut être responsable, il faut être prévoyant, et puis il faut faire en sorte que l'on émet une continuité au niveau de notre politique de sécurité, de notre défense aérienne. On l'a vu avec la crise du Covid. À un moment donné, tout le monde a eu besoin de masques, de respirateurs, et puis vous avez certains États qui ont, disons, joué avec la légalité
qui ont saisi un certain nombre de cargaisons. Donc, vous savez, le jour où il y a une crise, il n'y a plus de règles et il y a ceux qui ont les outils pour leur protection ou qui sont en mesure de les fabriquer. Et puis, vous avez les autres qui se retrouvent dans une situation de dépendance et d'insécurité qui est extrêmement grave. Oui. C'est une très bonne remarque, ça, oui. Boris Cohen, tu voulais rajouter? Oui, alors, je rebondis alors, du coup sur ces propos-là. Avant la Première Guerre mondiale, à ma connaissance, la Suisse avait réagi et avait décidé d'investir massivement dans l'armement. C'était, je crois, 2 ans avant la Deuxième Guerre mondiale. Elle avait les moyens, elle a fait des commandes d'avions et de chars. Et finalement, elle n'a quasiment rien reçu. Je crois sur 300 chars commandés, elle a dû recevoir une vingtaine. Donc, je pense qu'effectivement, au moment d'une crise, c'est trop tard. On l'a vu avec le coronavirus, les masques à la frontière quand il y a une crise. Donc, le seul moyen finalement de prévoir ou de faire en sorte d'être prêt parce qu'on ne connaît pas l'avenir, c'est de continuer à investir dans la sécurité. Donc, oui, je pense que c'est vraiment des éléments absolument fondamentaux. Et puis, dans ce cadre-là, il faut juste continuer à défendre nos intérêts et notre indépendance aussi. Finalement, de souhaiter garder notre indépendance et de faire notre sécurité nous-mêmes, c'est aussi garder des emplois chez nous. C'est aussi éviter parce que ceux qui imaginent que d'autres pays feraient ça pour nous gratuitement se trompent. Finalement, ce sera toujours donnant-donnant. Si on faisait partie, par exemple, de l'OTAN, donc on mettrait déjà à mal notre neutralité, on devrait payer pour ça et ce serait probablement pas moins cher. Ce serait très cher. Ouais. Ouais. Alors, justement, ça me permet de bondir sur justement la question de l'OTAN. Hein. Est-ce que justement la France, l'Allemagne ou l'Italie, les pays qui nous sont amis, bien évidemment, pourraient justement nous protéger en cas d'attaque à ce moment-là? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, on fait des contrats avec nos pays voisins, c'est eux qui interviennent, le cas échéant, si on a un avion qui viendrait pour X raisons faire un acte malveillant en Suisse, est-ce qu'on ne pourrait pas déléguer certaines choses aux pays avoisinants? Encore une fois, c'est une question de responsabilité. Et puis, si on a des contacts qui sont parfaitement sereins avec nos voisins maintenant, dans une situation plus tendue, on ne peut pas forcément compter sur la sérénité de ces contacts. D'une part, et puis d'autre part, je reprends l'affaire de Ethiopian Airlines. Les Italiens, en fait, ils nous ont aidés, ils ont remplacé un moyen que nous n'avions pas nous-mêmes à disposition. Bon, à Genève, c'est un peu spécial parce que finalement, à Genève, on est tout de suite entouré de la France, en fait, et l'Italie n'est pas loin et l'Allemagne n'est pas tellement loin non plus. Mais là, encore une fois, et puis il y a eu beaucoup de critiques parce que les moyens de sécurité aérienne suisse n'étaient pas disponibles. Nous devons avoir nos propres moyens de défense aérienne et de maintien de la souveraineté de l'espace aérien et pas compter sur les autres. Encore une fois, en temps de paix, on pourrait éventuellement avoir des accords, mais il faut se placer dans la situation où les choses ne sont pas aussi roses que maintenant. Oui, M. Vautravers. Peut-être simplement la crise récente ou la situation exceptionnelle récente du Covid nous enseigne quand même le fait que dans les relations internationales, on n'a pas d'amis. On n'a pas d'amis. Et le jour où il y a véritablement un problème, c'est la responsabilité des chefs d'État, y compris dans une démocratie, de faire en sorte de protéger leurs concitoyens avant les concitoyens qui sont de l'autre côté de la frontière. Donc là, il n'y a rien de très moderne à cela et on le constate encore cette année, en 2020, malgré tous les discours d'Obama qui ont déjà été fraîchement oubliés. Il faut se rendre compte qu'on doit compter en fait sur soi-même. Et je crois que la coopération que l'on veut, que l'on souhaite bâtir avec nos partenaires, avec nos voisins, dans un cadre sécuritaire comme dans le domaine de la santé, comme dans le domaine, comme dans d'autres domaines d'ailleurs, eh bien, ça nécessite un accord qui soit donnant-donnant. C'est-à-dire qu'on peut demander à un partenaire de faire quelque chose à partir du moment où vous pouvez aussi lui rendre un service.
Donc, le prix de la neutralité ou le prix de la coopération, quel va-t-il être? Qu'est-ce qu'il faudra abandonner? Qu'est-ce qu'il faudra donner? Qu'est-ce qu'il faudra mettre à disposition pour obtenir ce moyen? J'aime autant vous dire, puisque vous avez parlé de l'OTAN tout à l'heure, je peux vous dire un chiffre, et ce sera le seul chiffre que je vais prononcer pendant toute la soirée, c'est 2%. 2%, c'est ce chiffre, c'est 2% du produit intérieur brut, c'est 2% de toutes les richesses qui sont produites dans le pays qui doivent être consacrées à la défense. En Suisse, on est à 0,7%, c'est-à-dire que l'adhésion à l'OTAN, ça signifie augmenter les dépenses militaires et pratiquement les multiplier par 3. Donc, je ne suis pas absolument convaincu qu'on ait d'une part besoin de ces dépenses aussi élevées. Je ne suis pas absolument convaincu qu'on ait besoin aussi de se fondre dans une architecture sécuritaire qui va grosso modo jusqu'à l'Afghanistan maintenant. Donc, on peut peut-être gagner quelque chose, mais le prix d'une coopération militaire par rapport à notre cohérence politique, par rapport à notre tradition de la neutralité, par rapport à notre autonomie de décision, finalement par rapport à notre avantage comparatif qui est celui de la liberté, de l'indépendance de la Suisse, de la stabilité de la Suisse, je pense que c'est très cher payé que d'aller chercher des coopérations militaires de ce côté-là. Est-ce que justement une guerre est-il encore possible en Europe actuellement? Pour l'instant, tout va bien, nous sommes en paix, mais voilà, certains éléments viennent quand même nous rappeler que on peut toujours avoir quelque chose, une tension, voilà, par rapport aux pays membres de l'Europe. Alors, est-ce qu'on pourrait un jour tomber dans un conflit? Est-ce que ça, c'est un… Oui, Claude Collier. Tout va bien maintenant et c'est justement le moment, Voilà. comme ça a été dit, de se procurer des moyens de défense aérienne. Il est temps maintenant. Ouais. Il est prévu d'utiliser ce moyen lors de grandeur de 30 ans. C'est d'ailleurs une durée de 30 à 40 ans, c'est une durée assez moyenne d'utilisation d'un moyen de défense aérienne. Le Hunter a été acheté au milieu des années 50 jusqu'en 1994, donc ça fait 40 ans. Pour le FA-18, si on compte 2030, ça fera de l'ordre de 35 ans d'utilisation pratiquement. Et qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans maintenant? On n'a absolument aucune idée du point de vue sécuritaire. On peut répondre seulement de cette manière sans aller au-delà. Monsieur Vautravers? Oui, alors vous avez posé en fait une double question. C'est la question de est-ce que la guerre est possible? Et puis vous avez posé une deuxième question, est-ce que la guerre est possible en Europe? C'est vrai. Est-ce que la guerre est possible? Je suis désolé de devoir vous dire qu'il y a un pays sur 4 à travers le monde qui connaît la guerre. Donc certains de ces pays sont dans une guerre constante qui passe par différentes phases ou différentes périodes d'accalmie, et puis ensuite ça reprend, ça se recalme. On parle de conflits oubliés. Enfin, il y a certains pays qui sont en guerre continuelle depuis 30 ou 40 ans. Donc, la guerre est une réalité à travers le monde. Et puis maintenant, votre deuxième question, c'est est-ce que la guerre est possible en Europe? Alors, c'est très impoli de répondre à une question par une autre question, mais comment est-ce que vous définissez l'Europe? Parce qu'en réalité, certains pays qui sont aux limites, aux marges de l'Europe, sont des pays qui sont en conflit, qui sont en guerre. Et deuxièmement, il y a toute la problématique de l'importation des conflits qui viennent parfois de régions extrêmement lointaines à l'intérieur de l'Europe et à l'intérieur de nos frontières. Je prends juste un exemple qui ne date pas d'hier. C'est cette vague terroriste de 2015-2016. Donc c'est quand même quelque chose de relativement récent et je pense que tout le monde l'a à l'esprit. Vous pensez que les armes de guerre qui ont été utilisées pour tuer des dizaines, voire des centaines de personnes, que ce soit en France ou en Grande-Bretagne, vous pensez que ces armes venaient d'où? Eh bien, ces armes venaient essentiellement des Balkans ou alors elles venaient à travers un approvisionnement transméditerranéen à travers des filières qui ramènent à la Libye. Donc, malheureusement, des guerres qui ont lieu en dehors de l'Europe ont aussi des conséquences à l'intérieur de nos frontières.
Merci, monsieur Vautravers. Alors, pour parler un petit peu, entre guillemets, la partie un peu écologie, hein, la consommation, pardon, d'un FA-18 est comparable apparemment d'un avion de ligne biréacteur de 230 passagers dépassant 5000 litres de kérosène par heure. Dans le contexte de la lutte contre le réchauffement climatique, cela n'est-il pas, entre guillemets, contre-productif? Donc, monsieur Nicolier. Les rôles sont différents. Si on veut transporter 200 passagers, un FA-18 n'est pas le bon avion. Si on veut intercepter un intrus dans l'espace aérien suisse, un Airbus 320 ou 350 n'est pas un bon avion. À mon avis, cette question n'a pratiquement pas de sens. Les Pourtant, rôles sont différents. Posée, hein. Elle est quand même posée. Elle est posée, oui, ouais. Mais j'ai de la peine à comprendre le sens profond de la question. Les moyens sécuritaires actuellement sont des moyens qui, il est vrai, consomment du carburant. Bon, il y a toutes sortes d'idées d'utiliser des biocarburants qui, évidemment, réduiraient l'impact sur l'atmosphère et l'environnement, parce que finalement, la végétation a capté du carbone qu'on rejette ensuite par la consommation du carburant et du kérosène. D'ailleurs, c'est une des recommandations que j'ai faites, c'est que l'avion qu'on achète, l'avion de combat qui remplacera l'FA-18, ait la capacité d'utiliser du biocarburant, parce que ça nous permettrait, en cas de difficulté d'approvisionnement de kérosène ou de pétrole, de produire chez nous une partie, en tout cas, du carburant nécessaire pour ces avions. Encore une fois, c'est un scénario de 20 ans ou de 30 ans. On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais encore une fois, les rôles sont totalement différents. Donc, il est difficile de comparer ces consommations de carburant, qui sont d'ailleurs assez correctes. Disons, le FA-18, je crois, peut emporter l'ordre de 4850 litres de kérosène. Et puis, un Airbus 320 consomme de l'ordre de, qu'est-ce qu'il faut dire, 3000 litres de kérosène par heure à peu près. Donc, c'est en gros du même ordre de grandeur, il est vrai. Il est vrai que l'Airbus 320 transporte plus de personnel que le FA-18, mais les rôles sont différents. Oui, Boris Queneau. Oui, alors en termes de pollution, c'est clair que la question elle est d'actualité. Je crois qu'il faut mettre un petit peu en perspective quand même les chiffres. À ma connaissance, la consommation de kérosène en Suisse par les forces aériennes représente à peu près 2% du kérosène. Donc, le prix de la sécurité aérienne, bien sûr, l'impact environnemental, on ne peut pas l'éviter. Du carburant liquide, on est obligé d'en avoir pour les avions en réaction. Ça représente 2% du kérosène utilisé en Suisse. Donc, peut-être que l'effort est à faire aussi ailleurs. Oui, en plus, l'aviation en général, c'est de l'ordre de grandeur de 5 à 10%. Du dépôt de CO2 dans l'atmosphère. Donc, si on prend ce 2% de 5%, ça fait une toute petite fraction. Je pense qu'il faut considérer ces valeurs relatives et pas seulement les valeurs absolues. De vos travers, vous voulez rajouter? Alors, je pense peut-être on est très focalisé dans cette discussion sur l'achat d'avions. Mais en réalité, pour moi, ce qui est le sujet de la votation, c'est pas tellement l'achat d'avions, c'est finalement la cohérence d'un système de surveillance aérienne et puis la cohérence d'un système de protection, d'un système de défense. Et il faut se poser la question, si on peut faire la majorité de la surveillance par des capteurs radars, par l'observation depuis le sol, bon, alors c'est très bien, faisons-le, mais on ne peut faire cela qu'à une certaine altitude, on peut faire cela seulement dans certaines conditions de visibilité ou météorologique, et puis on peut difficilement à l'œil nu ou avec des jumelles voir des petits appareils, des drones ou ce genre de choses. Donc la problématique, c'est que cet avion de combat, pour moi, c'est en fait un des nœuds de ce système, de ce réseau. En fait, ce qu'on veut surtout en achetant des avions, c'est de transporter des capteurs, transporter donc un radar, transporter un certain nombre de capteurs dans la troisième dimension pour avoir une meilleure vue, une meilleure visibilité que ce que l'on peut faire avec des radars depuis le sol ou avec des observateurs et derrière des jumelles. Donc en réalité, ce qu'on est en train de faire, c'est de remplacer des centaines, pour ne pas dire des milliers d'observateurs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était des milliers de personnes, beaucoup étaient des volontaires qui faisaient ce travail. Et bien, on remplace ça par un tout petit nombre, par un tout faible nombre de capteurs. Et puis, bien sûr,
du fait du relief, du fait de la courbure de la Terre, eh bien, on a de bien meilleurs résultats lorsque le capteur, lorsque le radar, il se trouve à une certaine altitude et puis il balaye dans une certaine direction. Donc, je pense qu'en fait, si on accepte que l'on a besoin d'un système de protection, d'un système de surveillance, d'un système de défense, la question c'est de savoir, est-ce qu'on veut acheter une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de radars et puis sur chaque colline installer un de ces radars, ou est-ce que l'on veut pouvoir, avec un ou deux avions, balayer une zone qui est quand même extrêmement importante. Pour moi, le rapport qualité-prix ou le rapport coût-efficacité ou même le bilan écologique, il doit se faire de cette manière-là. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de beaucoup moins d'avions qu'il y a 10 ans, 30 ans ou encore 50 ans. On n'est pas en train de parler de flotte aérienne de 300 appareils dont la plupart n'étaient pas dotés de radars. Aujourd'hui, avec un plus faible nombre d'appareils, mais qui sont plus disponibles, qui ont des capteurs beaucoup plus performants, qui peuvent communiquer avec d'autres avions qui ont aussi des capteurs extrêmement performants, avec des systèmes au sol qui ont d'autres formes de capteurs et qui peuvent leur donner des informations et qui permettent en fait d'avoir de meilleures chances de survie ou de furtivité pour ces appareils. Enfin bref, on est en train de construire une véritable architecture, un véritable réseau. Et donc finalement, c'est pas tellement la question du nombre de ces avions qui est important, mais c'est d'avoir le bon capteur au bon endroit pour pouvoir, entre guillemets, flasher la personne en flagrant délit. Oui. Je crois que c'est une très très bonne remarque. Il faut bien comprendre qu'un avion de combat moderne et tous ceux qui ont été évalués, ce ne sont pas seulement des avions de combat, mais ce sont des avions de surveillance. Qui remplacent typiquement un AWACS, n'est-ce pas? On rappelle de l'AWACS, c'est un peu comme le Boeing 707 avec un radar sur la partie supérieure du fuselage. On n'a plus besoin d'AWACS en fait. Les avions de combat modernes jouent ce rôle. Donc un avion de combat moderne, c'est un avion de combat, mais également un avion de surveillance avec une connectivité remarquable. Peut-être pour rebondir sur ce sujet-là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de systèmes. Ces avions, effectivement, on en aura finalement de moins en moins. Si on compare dans l'histoire, on en avait beaucoup plus avant. Ils sont aujourd'hui, les futurs avions seront très polyvalents. Hein, je pense que c'est l'objectif. On parle beaucoup de systèmes. Ce que j'entends beaucoup parler aussi, c'est pourquoi finalement pas investir dans la cybercriminalité. Et là, je trouve que la question est intéressante, elle est vraiment d'actualité. Mais finalement, la cybercriminalité est une nouvelle menace. Ça ne va pas remplacer les menaces existantes. Donc, ça, c'est un aspect qui revient souvent. Pourquoi pas investir plus là-dedans? Je crois que c'est juste investir là-dedans, mais ça ne remplace pas les autres menaces. Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas mélanger et de penser pouvoir réduire dans certains domaines alors que les menaces sont toujours là. Oui, tout à fait. Alors, vous avez quelque chose encore à rajouter, messieurs? D'acheter un avion d'entraînement qui est capable de faire du bombardement, d'acheter en plus un avion qui fait de la surveillance aérienne, et puis d'acheter encore un troisième type d'avion qui fait de la reconnaissance, et puis d'acheter un quatrième type d'avion qui est supersonique, ça va coûter beaucoup plus cher que d'avoir un avion qui remplit toutes ces tâches et remplit toutes ces missions. Ouais, en fait, on a souvent utilisé le terme d'avion de luxe. Ce n'est pas un avion de luxe, c'est un avion multirôle extrêmement capable. Luxe, c'est le multirôle extrêmement capable. Il faut bien que les gens le comprennent. Oui, d'ailleurs, justement, on disait, on parle d'avions de combat de luxe. D'ailleurs, je crois que le Parti socialiste, sauf erreur, proposait un avion, une alternative, plus petit, plus léger, moins cher, mais c'est pas ça qui va résoudre les problèmes, je pense. Non, je sais pas, pas. La capacité d'intervenir rapidement, le pays est tout petit, n'est-ce pas? Il faut être capable d'intervenir rapidement, donc il faut un avion puissant et rapide. Cette connectivité n'existe pas avec ce petit avion d'entraînement italien, la capacité d'engagement de nuit dans des conditions IFR non plus. Voilà, donc encore une fois, on n'a pas les capacités que l'on attend de la machine dont on a besoin. Encore une fois, avec cette connectivité, avec tous ces capteurs, et puis la capacité d'intervention dans des conditions qui ne sont pas des conditions idéales, typiquement de nuit et dans de mauvais temps. Oui. Maurice? Absolument. Donc, c'est vrai que je pense qu'un des éléments clés des prochains avions, c'est les systèmes embarqués. Hein. Et puis, la Suisse, comme l'a dit M. Nicolier, finalement, c'est un espace
aérien relativement petit. Donc, on imagine très concrètement deux avions qui décollent de Payerne pour intercepter un avion qui se trouve à l'autre bout de la Suisse. Il faut pouvoir le faire rapidement. Donc, d'autres avions qui ont été mentionnés ne pourraient pas être capables de remplir cette mission. Ils sont souvent moins rapides ou ils peuvent aller très vite, mais pas longtemps. Ils peuvent aller moins haut. Pour les drones, c'est la même type de problématique. Il y a quand même encore l'aspect aussi visuel finalement du pilote qui identifie l'avion intercepté, qui peut communiquer avec lui pour le raisonner ou pour prendre d'autres actions. Donc, je pense que c'est essentiel d'avoir un avion effectivement donc très polyvalent, très puissant, et c'est ce qui est proposé comme type d'avion. Ceux qui ont été évalués font l'affaire. Peut-être, bon, on parle de ces avions extrêmement performants, disposant de radars qui donc peuvent voir à une distance très très importante. Ces avions peuvent emporter des armes qui ont également une portée très très importante. Et on peut se poser la question, est-ce que véritablement la Suisse a besoin d'avoir ces capacités, d'avoir la possibilité de voir ce qui vous arrive à 120, 150, peut-être 200 km de distance, et puis de pouvoir toucher un point dans le ciel à 80 ou à 100 km de distance. C'est vrai, on peut se poser cette question. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les conflits récents, et je pense ici particulièrement à la Syrie, démontrent que la plupart des avions de combat n'ont même pas besoin d'utiliser leurs armes. C'est-à-dire le simple fait que l'avion soit présent ou que l'avion puisse décoller, puisse intervenir, puisse illuminer de son radar, puisse identifier ce qui est en train de se passer dans un coin de ciel et soit en mesure de frapper, le cas échéant, même au-delà de la frontière. En fait, ça, c'est une force de dissuasion qui est extrêmement importante et qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc, en fait, il ne s'agit pas d'acheter 300 anciens avions, il s'agit d'acheter un petit nombre, un nombre modeste de ces appareils, mais avec des capacités qui vont produire un véritable effet. Et cet effet, en fait, c'est la protection, c'est la sécurité de l'espace aérien de la Suisse, et donc c'est la cohérence de notre système de sécurité. Alors, messieurs, nous arrivons justement à la fin de cette deuxième partie. Je vous propose de faire un rapide tour de table, en commençant peut-être par Boris Coenou. Eh bien, merci déjà pour cette invitation, merci pour cet entretien. C'était vraiment intéressant d'échanger sur ces sujets-là. Je pense qu'il y a encore beaucoup à préparer pour informer la population d'ici au 27 septembre. Comme je l'ai mentionné, je pense que c'est une votation qui est émotionnelle et il faut vraiment prendre le temps de bien expliquer les raisons du besoin. On a besoin de maintenir notre sécurité aérienne. D'accord. Merci Boris Coenou. Docteur Vautravers. Je pense que c'est un excellent exercice de démocratie et si on posait la question à la population suisse, aux citoyens suisses, est-ce que vous souhaitez des freins électromagnétiques sur les prochains trains? Je pense qu'il n'y aurait absolument aucune discussion parce que la population suisse, dans son immense majorité, est très attachée à cette notion de sécurité, cette notion de savoir-faire, cette notion de responsabilité et puis de cohérence, puisque ça fait en fait longtemps que l'on parle de cela. Et puis, ne pas voter en faveur de l'achat de ces avions le 27 septembre signifie qu'il va falloir remettre beaucoup de discussions politiques, internationales, organisations internationales et autres. Il va falloir rediscuter beaucoup de ce que l'on considère comme les acquis, notre économie, notre neutralité. Il va falloir remettre en cause beaucoup de ces éléments si on ne vote pas oui le 27 septembre prochain. Merci, docteur Vautravers. Professeur Nicolier. Pour moi, il ne fait aucun doute que nous avons besoin du remplacement de nos moyens de défense aérienne à l'horizon 2030. C'est une question de responsabilité, de respect et de confiance. Alors, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci infiniment, messieurs, d'avoir accepté mon invitation pour la toute première vidéoconférence du Forum de la Venoge. J'en profite pour rappeler le prochain rendez-vous du Forum de la Venoge, la conférence qui sera le 4 septembre prochain à la salle du cinéma de la Sarah. On parlera justement de R 2030, les avions de combat, auquel Dr Vautravers sera également présent pour parler de
la sécurité internationale. Il y aura également 4 conseillers nationaux qui seront également présents, dont le Parti socialiste, les Verts, le PLR et les Verts libéraux, pardon, qui seront présents pour discuter plutôt de cet aspect politique des avions de combat. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à tout bientôt. Bonne soirée, merci. Merci, à bientôt. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette première vidéoconférence. J'espère qu'elle a été intéressante et qu'elle ait pu répondre à certaines de vos interrogations. Le prochain rendez-vous du Forum de la Venoge sera le 4 septembre prochain à La Sarraz en Suisse, avec pour thème Air 2030, les avions de combat. Pour tout renseignement, je vous invite à consulter notre site internet www.forum-venoge.com. Les inscriptions seront ouvertes d'ici la fin du mois de juillet. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, mais également à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien et à très vite pour une prochaine vidéo.